On est arrivé à la révision des chapitres 3 et 4. Okay. Au chapitre 3, le but était de décrire des dépendances de H et U en termes de quantité qu'on peut mesurer dans le labo et tabuler dans des livres. Bon, donc U et H sont fonctions d'état. Ce qui veut dire pour un gaz dépendent seulement de PV et T, ce qui décrivent l'état du système. Bien entendu, PV et T ne sont pas indépendants. On peut choisir deux et le troisième est dicté par une équation ou une autre, dépendant du gaz. Donc, on choisit deux. Donc, au chapitre 3, pour U, on a choisi T et V. Et on a choisi pour H, T et P. Au chapitre 4, on a fait un choix différent. On a choisi S et V. Et pour H, on a choisi S et P. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que S est aussi une fonction d'état. Donc, on peut l'écrire en termes de PT et V. Et donc, transformer la dépendance. U et H ont une forme naturelle en termes de S, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. OK, donc au chapitre 3, on a dit que U est une fonction de TV. Donc, un changement en U vient soit d'un changement en T ou un changement en V, ou les deux ensemble, mais on peut décomposer un changement en deux choses différentes, le changement en T et le changement en V. Donc, le changement en T, le dérivé partiel de U avec T, V étant constant, plus le dérivé partiel avec V, T étant constant, comme ça. Et physiquement, on sait que le dérivé partiel avec T, c'est CV. Et celle-là, on a nommé pi T. Donc, n'importe quel changement en U peut être écrit comme ça. Et les dépendances sont indépendantes. Donc, il y avait une expérience pour un gaz parfait. Pi T est égal à 0. Et c'est quoi l'interprétation? Si on change V, mais garde T constant, c'est quoi le changement en U? Donc, U représente le montant d'énergie interne, ce qui est compté en cinétique et énergie du potentiel. Si T est un constant, l'énergie cinétique est constante. Donc, si on change le volume gardant T constant, on peut seulement changer l'énergie du potentiel, mais pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction intermoléculaire, donc aucun changement en énergie du potentiel. Donc, aucun changement ΔU, à cause que ΔU pour un gaz parfait est ça, donc 0. Bon, Joule a construit une expérience.
Donc, à gauche, on a un gaz. On a un thermomètre qui va regarder la température. Et à droite, on a le vide. On ouvre le capuchon là. Puis, le gaz va d'un bord à l'autre. Donc, on a une expansion. On ouvre le valve. Il y a une expansion contre le vide. Donc, à cause que c'est contre le vide, combien de travail est fait? 0. Mais est-ce qu'il y a un changement en énergie interne? Oui, il y a un montant de chaleur évolue et on le mesure en regardant le thermomètre. Avec ça, delta V est mesurable. Puis delta T est connu. Ensemble, ça nous donne pt qui est quoi? du dv à t constant. Si on fait un plot de U contre V, on a soit comportement plat, donc c'est ce cas-là. Ça, c'est pour un gaz parfait. Puis il y a deux comportements possibles. On a soit ça ou soit ça. Ici, on a du dv est plus grand que 0. Et ici, on a du dv est inférieur à 0. Donc, on va choisir un des deux comme attraction dominant et l'autre comme répulsion dominant. Si on diminue le volume, et U diminue, là, le système devient plus stable quand on diminue le volume. Ça veut dire que les attractions sont dominantes. Donc, si on diminue le volume, qu'est-ce que ça veut dire? dV est inférieur à 0 et U diminue, du est inférieur à 0. Ça veut dire que du dV est supérieur à 0. Donc, c'est celle-là. Et par contre, c'est la répulsion dominante. Bon, ensuite, H était fonction de T et P. Donc, dH, c'était soit un changement avec T, et là, ça c'est Cp par définition, et ça s'appelle le coefficient Joule-Thomson isotherme.
Puis il y a une expérience analogue. C'est une valve poreuse. On a le gaz à une pression qui est là, passe par cette valve-là, puis sort à une pression P2 qui est inférieure à P1. Si P2 est supérieur à P1, le gaz passe par l'autre façon. On passe toujours d'une haute pression à une basse pression. Bon, donc là, il y a un changement de température. Donc, on a un chauffage ou appareil chauffant pour que la température reste constante. Donc, on a un gaz introduit. Sort à P2. On mesure le montant de chaleur donné pour garder la température constante. Ça nous donne H parce que la pression est constante. Puis on sait delta P, ça nous donne dHTP. Donc c'est une chaleur à P2 qui est constant. Ce montant d'enthalpie. Delta P est donné, donc mu T est approximé comme ça. Bon, donc pour des raisons historiques, on préfère utiliser le coefficient Joule-Thomson et non pas la version isotherme, qui est définie comme ça. Ce n'est pas indépendant du Joule-Thomson isotherme parce que il y a la règle cyclique entre les trois quantités. Donc, cela est mu, cela c'est 1 sur mu t, et cela c'est Cp, et le produit est moins 1. Donc, mu est moins mu t divisé par Cp. Okay. Je vais vous dire de regarder l'expérience et la justification pour montrer que ΔH est égal à 0. Je ne vais pas le répéter aujourd'hui, mais il y avait un détail qui n'était pas bien compris et j'ai fait de la recherche pour essayer de le mieux expliquer. OK, donc si on fait un diagramme de la température versus la pression pour un gaz en particulier, il y a une zone comme ça. Dans cette zone, on a le comportement de refroidissement en expansion. Puis, hors de cette région-là, on a réchauffement, je ne sais pas, réchauffement en expansion. Donc, ça veut dire que dans cette région, quand on augmente la pression, on diminue
la température. Autrement dit, quand on diminue la pression, on fait une expansion, on augmente la température. Et je vais regarder et on va voir que je vais dessiner de la mauvaise façon, comme toujours. Non, c'est bien écrit. OK. Bon, donc dans cette région-là, si on diminue la pression, on va diminuer la température. Quand on diminue la pression, quand on diminue P, ça c'est une expansion parce que pression et volume sont en relation inverse. Si mu est plus grand que 0, T va diminuer. Donc la pente ici est négative. À ce point-là, la pente est 0 et la pente tend vers le négatif là. Donc cette ligne correspond à un processus où l'enthalpie est constante et on peut dessiner plusieurs. C'est pas le point. On veut expliquer pourquoi on a un changement de comportement. Encore une fois, c'est une balance des... Il y a une balance entre les interactions répulsives et attractives. Donc, dans tous les cas, si on a un chauffement en expansion, c'est que on est dans un régime où les répulsions sont dominantes au-delà des attractions. Pourquoi? Parce que si les répulsions sont dominantes, on augmente le volume, on a une stabilisation, donc l'énergie qui était en forme potentielle est transformée en cinétique, l'énergie cinétique augmente, donc la température augmente. Si on est dans le régime où on a un refroidissement, c'est que les attractions sont dominantes. Donc si on augmente le volume, on diminue la pression, on fait une expansion, les attractions sont dominantes, donc ils vont essayer de garder les molécules ensemble. Ça va diminuer l'énergie cinétique et donc diminuer la température. Donc, les deux comportements différents sont une conséquence de la balance entre les attractions et les répulsions entre les molécules. Pour un gaz parfait, il n'y a pas d'attraction de répulsion, donc il n'y a pas de comportement ici. On a un coefficient Joule-Thomson qui est 0. OK, le chapitre 4. Le deuxième principe. OK, donc l'idée du premier principe est que l'énergie est conservée. Le changement en énergie interne totale, ce qui est le changement en énergie interne du système plus le changement en énergie interne de l'environnement, est 0. On ne crée pas, on ne détruit pas de l'énergie dans ce cours. Donc, le changement total en forme macroscopique qu'on peut observer, qui est delta U du système plus delta U de l'environnement, est 0. Le deuxième principe, le changement en entropie totale, ce qui est le changement en entropie du système,
plus le changement d'entropie de l'environnement est plus grand ou égal à 0. Plus grand quand le processus est spontané, égal à 0 pour un processus réversible. Réversible veut dire un processus qui est à l'équilibre. Donc, il y a deux cas que je viens de dire. Bon, l'entropie pour le système, c'est un montant de chaleur réversible. Il faut préciser que c'est réversible. Pour l'environnement, donc ça c'est une approximation. Pourquoi est-ce que c'est une approximation? Parce que oui, le volume de l'environnement change, mais c'est tellement négligeable qu'on peut l'oublier. Donc, c'est toujours la chaleur pour l'environnement, ce qui est moins la chaleur du système. Toujours. Puis, la dernière fois, on a vu l'inégalité de Clausius. Qui a pour conséquence que ds est plus grand ou égal à dq divisé par t. Qu'est-ce que les deux choses représentent? Ça, c'est l'entropie du système. Ça, c'est l'entropie de l'environnement. On a utilisé ça pour dénombrer tous les critères pour la spontanéité. Je veux que vous compreniez ça et je veux que vous soyez capable de les expliquer. Et je viens de faire ça en gros détail hier, donc je vous encourage de réécouter celle-là. Donc, l'idée ici, c'est que l'entropie de l'environnement est constante, l'entropie du système doit augmenter. Le deuxième, l'entropie du système est constante, donc il faut que l'entropie de l'environnement est positive. Autrement dit, le changement en énergie interne du système est négatif. Et le troisième cas, les deux entropies sont non nulles, mais la balance à température et volume constant doit être positive ou le changement en énergie libre Helmholtz est négatif. Donc, ça sont les critères en regardant T et V. Pour T et P, c'est plus ou moins la même chose. Soit l'entropie de l'environnement est constante et il faut que l'entropie du système augmente. Soit l'entropie du système est un constant, donc il faut que l'entropie de l'environnement augmente. Ce qui est le cas quand l'enthalpie du système diminue. Ou les deux sont non nuls et il faut que la somme des entropies est positive, ou l'énergie libre Gibbs du système est négative. Okay, on a vu tout ça la dernière fois. Le concept qui est difficile, disons, c'est le cycle de Carnot. On va l'écrire rapidement. Donc, ça se passe dans le plan PV. On a 4 processus.
on a un isotherme, un adiabatique, isotherme, adiabatique. On passe de cette manière. Deuxième, c'est une expansion adiabatique. Compression, isotherme. Puis le dernier, c'est une compression adiabatique. Et le message, c'était que delta S est égal à 0 pour ce cycle-là. Donc, on utilise ce fait-là pour montrer que S est en fonction d'état. Le rendement, c'est le montant de travail fait divisé par le montant d'énergie donné en forme de chaleur. Dans ce cas, ça réduit à le montant de chaleur chaude, donc le montant de chaleur qui entre à la température chaude, plus le montant de chaleur qui sort à la température froide, donc plus QF. Notez bien que QF est négatif à cause que QF sort du système, divisé par le montant de chaleur donné, ce qui est QC, donc 1 moins TF divisé par TC. On a un rendement de 1 si TF est 0 Kelvin, ce qui n'arrive pas. OK. L'autre message du chapitre 4, c'est les équations fondamentales. Donc, U en variable naturelle, c'est une fonction de S et V. H en variable naturelle, c'est une fonction de S et P. Donc, DU, c'est TdS moins PdV. Je vous le dis et je vous rappelle de regarder cette leçon-là pour les détails. DH, c'est TdS plus VdP. Ensuite, on avait une fonction A qui était définie comme U moins TS. Donc, en variable naturelle, c'est une fonction de T et V. Et dA, c'était moins STT moins PdV. Ensuite, il y avait G qui était défini comme H moins TS. Donc, les variables naturelles pour G sont T et P. Donc, en chimie, les quantités qu'on voit sont H et G. Pourquoi? Parce que H, c'est le montant de chaleur évolué à une pression constante. Et G, c'est la critère de spontanéité à température et pression constante. Donc, c'est le montant de travail ou d'énergie qu'on peut enlever du système. OK. Les règles pour les dérivées partielles. Il y aura, je vous garantis, une question à l'examen 2 où il faut faire des manipulations avec des dérivées partielles. Vous avez eu tout le pratique dont vous aurez besoin, donc regardez les notes, faites-les encore quelques fois, puis vous serez capable. J'ai confiance en vous. Il y a 3 règles, et 2 des règles vont être écrites directement sur la feuille des équations. Les relations Maxwell ne seront pas... les résultats seront écrits, mais la règle ne sera pas. Donc, manipulation avec les dérivées partielles. Donc, disons qu'on a x, y et z. Et z est une fonction de x et y, par exemple. Le premier, c'est la règle réciproque. Donc, dx, dy, z constant, c'est 1 sur dy, dx
Z constant. Rien qui est compliqué. Le règle cyclique. Donc, X, Y, Z. Y, Z, X. Z, X, Y est égal à moins 1. Et le troisième, c'est les relations Maxwell. Et ici, la logique, c'est on peut écrire dz comme des z de x, y constant, fois des x, plus des z de y, x constant, dx. Et les deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Donc, si on prend le dérivé avec x en premier, y constant, ensuite on prend le dérivé avec y, x constant, c'est la même chose que si on faisait le premier dérivé avec y, ensuite on fait le dérivé avec x. Bon, donc il y a 4 que vous êtes capable de faire. Regardons du qui est TDS moins PDV. Autrement écrit, U est une fonction de S et V. Donc, un changement U vient soit de S, V constant, ds. Comme ça. On peut identifier directement que le dérivé avec entropie à volume constant, c'est la température, et que du dV à S constant, c'est le négatif de la pression. Ensuite, on peut prendre, donc on prend le premier dérivé avec S, on peut prendre le deuxième dérivé avec V, et la relation Maxwell nous dit que les deuxièmes dérivés mixtes sont égaux. Donc on prend le premier dérivé avec V, ensuite on prend le dérivé avec S, et ils sont la même chose. Ça c'est quoi? Ça c'est T, ça c'est moins P. Donc, ça nous dit que dt, dv à S constant, c'est la même chose que moins dp, ds à V constant. Donc, ça, c'est la relation Maxwell pour U. Il y a 3 autres qu'on a fait en classe et vous devrez être capable de les faire.